vous accueillir encore aujourd'hui pour le numéro du week-end. Nous sommes très ravis, très heureux, mais bien disposés pour vous servir, amis téléspectateurs, pour le dernier numéro de la semaine et surtout que nous sommes au début du week-end. On est léger, on est simplement simple. Permettez la tautologie. L'équipe est installée, l'équipe est déjà là. Le gars géant, le mannequin m'a passé la main aujourd'hui, donc je suis là avec la Geofflue, Larry Chou sur le plateau pour vous servir pendant ce temps. Et voilà, on est là avec elle. Larissa, bonjour. Bonjour à la Jeff, bonjour à nos amis téléspectateurs aussi, hein, que tu les as manqués, il faut le dire. Parce que d'autres commençaient déjà à te revendiquer, ils disent mais c'est comment tu as mis à la Jeff où et puis c'est celui-là dont on veut parler des ROMS que tu gères. En tout cas, à la Jeff est de retour et très ravie de le retrouver avec vous ce matin et toute l'équipe de e-matin pour vous accompagner. Nous sommes au 1er août à la Jeff. Ouais, nous sommes au 1er août et nous sommes entrés déjà dans le 8e mois. Il y a de cela quelques jours en arrière, nous nous sommes retrouvés ici pour souhaiter une bonne et heureuse année 2025 aux gens. Et nous voici dans le 8e mois, ce qui veut dire qu'il ne reste que 4 mois pour dire bye bye à 2025. Ça veut dire il nous reste 153 jours. On est déjà à 213 jours. J'ai pas fait LTC. J'ai pas fait LTC. C'est une grâce. Quand je dis ces nombres, c'est juste pour dire que c'est une grâce. Je comprends. 213 jours de l'année 2025 à vivre. Et Larissa, moi, ce que je voudrais dire, c'est aussi peut-être l'opportunité pour les gens de faire le bilan. Nous tendons vers la fin de l'année. Normalement, le bilan se fait semestriellement, trimestriellement, tout ça. Mais là, nous sommes au 8e mois. Est-ce que les 4 mois qui te restent, est-ce que cela te permettront d'atteindre tes objectifs fixés au début de l'année, de faire. Il est temps de s'asseoir et de commencer à faire l'évaluation. Il est temps de s'asseoir et commencer à voir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est important. Hein? Ne vivez pas seulement comme ça. Voilà. Parce que tu vois, comme tu le dis, même si c'est pour évaluer, si c'est primaire, c'est déjà passé. Si c'est mensuel, c'est passé. Oui. Les mensuels peuvent encore se rattraper parce qu'aujourd'hui nous sommes le premier, donc on peut évaluer. Voilà, il est question maintenant d'évaluer et puis de projeter également ce qu'il faut faire pendant le mois d'août et surtout que le mois d'août est un mois, on dit souvent, Chari Tamaine. Voilà, tout est difficile en tout cas. Au fait, Chari Tamani là, c'est le 8e mois seulement en arabe. Char Tamani. Non. Mais les gens ont fait de sorte que on lui a donné une connotation de galère. Justement, quand on dit Chartamani, du coup, ça te donne l'impression que c'est le mois de galère, c'est la galère qui est là. Ce n'est pas que ça te donne l'impression, mais toi-même tu vis la chose. Mais du coup, ça s'impose, Larissa. C'est psychologique. Donc, du coup, quand on l'accepte, ça s'impose naturellement et ça fait ça. Parfois, tu laisses tu dis, mais attends, j'ai eu telle somme. Et puis, en tout cas, tout est réuni pour que le Charitama ne puisse trouver son sens. Les engins vont déconner à tout temps. La pluie qui est là, qui ne va pas te laisser sortir pour aller te débrouiller, surtout pour les débrouillards. Voilà, pour les débrouillards, c'est difficile. Tu sors tout de suite, il y a la pluie qui te renvoie, tu reviens à la maison et puis finalement, peut-être d'abord, tu peux sortir à un 250. C'est parce que c'est au pays que la pluie renvoie, les gens ils repartent à la maison. Sinon, ça c'est l'idée sahélienne. Hein. Sinon, ailleurs, quand on voit que le ciel est bien foncé, bien noir, on prend son imperméable, on prend par exemple son parapluie, et puis on s'en va, on garde ses bottes quelque part et on s'en va. Je me souviens de quelque chose que j'ai vu en livre où on dit, quand c'est la pluie, le Tchadien fuit. Vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, quand c'est le raisonnement des arbres, c'est là où il sort pour aller voir ça se passe où, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, les amis téléspectateurs, c'est pour nous une manière de vous souhaiter déjà un bon début de mois en d'août qui commence dès aujourd'hui. Le décor étant planté et toute l'équipe déjà en place, nous allons prendre notre première ponctuation musicale avant de revenir ici sur le plateau. Allons-y.
bébé, chérie, faut pas la pour quand même, faut parler là, bébé, chérie, faut pas la pour quand même, faut parler là, bébé, chérie, faut pas la pour quand même, faut parler là, bébé, chérie, faut pas la pour quand même, faut parler là, bébé, chérie, faut pas la pour quand même, faut parler là, bébé, chérie, faut pas la pour quand même, faut parler là, bébé, chérie, faut pas la pour quand même. J'ai fait un tour en maintenant j'ai vu une danse qui est maintenant en mode. Tous les gars, tous les go, tout le monde, tout le chat, tout le monde c'est le zumbete, zumbete. Zumbete, zumbete, c'est le zumbete, zumbete. Zumbete, zumbete, zumbete. Le monde en maintenant, tout le monde est dedans. Y'a péché, y'a sort, là-bas c'est gâté. Afaya l'argent, en tout monde, tout mongo. Mais Madoba, vraiment ça m'a pas. Doudou, maman eh. Doudou, maman eh. On soulève les pieds mais devant. On shake les épaules comme ça. On balance les bras en bas. On dit dans la danse de la zumbete. C'est le zumbete, zumbete. Zumbete, zumbete. C'est le zumbete, zumbete. Zumbete, zumbete. Quand on écoute film et mélodie, c'est du son mais pas du zap-zap. Comédie sous la cadence de la danse de décibel. Alright, go to the right. Alright, go to the left. Attila Nassar, Kamouri Shifag, Mani Dora, Libal Kalam. D'abord, Sinalgo, Libal Salam. Salam, Libal Salam. C'est sans sentiment. C'est le zumbete, zumbete. Zumbete, zumbete. C'est le zumbete, zumbete. Zumbete, zumbete, zumbete. Ingondoli ya limone, ngambi wa limondo moko wa minoka peko decibel, mbiyao, aneyao, emanzonima, aneyao, apayao, Edouard Mbuzu, moyogre moko, mopeka devant mon bakate, mon casse sema, moyotimo mopeka belemon, edoki, zumbete, doki, zumbete, bitene, montene, a decibel ake, a itatimo. C'est le zumbete, zumbete. Zumbete, zumbete. C'est le zumbete, zumbete. Zumbete, zumbete, zumbete. Allez zumbete, bete, bete, zumbete, bete. Allez zumbata, zumbete, bete, 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 zumbete, bete. Allez zumbata, zumbete, bete, 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 zumbete, bete. Allez zumbata, zumbete, bete, 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 zumbete, bete. Allez zumbata, zumbete. Des belles sonorités musicales sur la chaîne citoyenne, surtout pour vous préparer déjà à entrer dans l'esprit de week-end. Jeff, moi, j'ai envie encore que Dina Love et son assistant puissent nous ramener un peu la sonorité pour qu'on bouge un peu. J'espère que quelque part, quelqu'un a pu bouger son corps aussi. Ben justement, le but aussi, c'était d'amener les gens à bien se réveiller, mais surtout à être en forme pour affronter la journée, parce que le week-end, ça court de partout. Le week-end, ça va vite, surtout que c'est le début. Ouais. Ça va vite, ça court vite. Aussitôt tu es au bureau, aussitôt 13h, tu dois rentrer. Pour certains, ils doivent s'arrêter pour saluer les amis. Pour certains, ils doivent, ça va vite. Donc, I-Matin est là simplement pour vous donner des astuces, mais aussi pour vous accompagner à mieux l'affronter. Et Larissa, il faut aussi dire aux gens,
avec cette fois-ci, avec le réfectionnement de routes, avec les travaux qui sont engagés sur plusieurs voies, cela fait que les seules voies qui sont restées sont des voies principales et ça crée trop d'embouteillages, ça crée énormément de bouchons et vous devrez comprendre que la vitesse ne va pas vous aider, vous devrez conduire avec beaucoup de prudence, vous devrez conduire avec beaucoup parce que le respect du code de la route nous sauve beaucoup la vie, et vous voyez quand vous êtes là au feu vert ou bien au feu rouge, attendant le feu vert pour passer, c'est là où tu vois quelqu'un derrière klaxonner, c'est comme si en klaxonnant, le feu va redevenir vert pour qu'il passe avant de redevenir rouge. Je ne sais pas comment on a développé cette impatience-là. Attends, c'est toute une colonne qui est là, et quand, comment on dit, la minuterie est par exemple à... C'est 90 secondes. Oui, c'est 90. Mais quand c'est encore 85 secondes sur le rouge, il commence à klaxonner. Bon, il te prévient quoi? Non, en 85 sur le rouge, il commence à klaxonner. Il te prévient que bientôt ça serait... Au moins, quand on arrive à 10,5, au moins, il peut klaxonner. Mais à 85, ça va dégringoler jusqu'à 0. Non, tu vois, c'est difficile de comprendre le Tchadien. Moi, c'est comme ça que je me dis, et je me console avec pour passer à autre chose. Vous êtes là, comme tu le dis, là, parfois, le feu est déjà vert. Tout le monde sait qu'on va passer de l'autre côté. Mais on te klaxonne quand même pour dire que voilà, il faut bouger. Fais vite. Comme si ceux qui sont devant, tu dois monter sur eux pour passer, aller de l'autre côté ou bien lui laisser le passage. En tout cas, c'est difficile, mais prenons le temps. Ouais. Je me souviens encore d'hier ou avant-hier, une émission ici même sur la chaîne citoyenne qui a parlé également des codes de la route. Et tu as vu les autorités qui gèrent la circulation, ceux qui gèrent les automobilistes et autres, étaient passés, ils l'ont bien éclairci. Maintenant, il est question aussi pour nous citoyens d'aider ces autorités-là à mener à bien les tâches qui leur sont confiées. À la GEF, nous allons partir de l'autre côté. Allons-y. Prendre le fitness avant de revenir. Jusqu'à 10, 8, 9, 10, on marche. Allez, les mains au niveau de la hanche, là on ouvre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, 7, 8, 9, 10, on marche. Maintenant le mouvement de 2 fentes là. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on marche. Après nous allons faire le chipping. Là, on va donner. On marche, on récupère. Allez, allons-y. On tente. Allez, plus vite, plus vite. Allez, 5. Allez, plus vite que ça. 6. Allez, allez, allez. On récupère. Cette fois-ci, on va élever. Mais ça doit être rapide là. Là, là, lentement, et puis après c'est tac, tac. On marche d'abord. 1, doucement, lentement. 2, 3, on récupère. 4, 5. Allez, ça va vite. 1, 2, 3. Allez, très bien, on relâche. Allez, attitude basse comme ça. On va tirer là. On sort la poitrine, on travaille le dos. 1, 2. Au coup de signal, on va vite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Maintenant là, on va travailler un peu le mouvement des bras. Là, on va aller là. 1, là, là, là.
Allons-y, tout doucement, lentement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. On balance les pieds. 2. Allez, ça va vite, vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, tu enchaînes un exercice. Allez, cette fois-ci, on va élever les genoux. On va là, à 10. À mon signal, à 3. 3, 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, automatique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on revient. On est là. Allez, on garde le bras en haut. On sort l'autre bras là. Et on est en attitude. Allez, on pousse. Ça passe au-dessus de la tête. 1, 2, jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6. On regarde la paume de main. 7, 8, 9 et 10. On change automatiquement. Allez, c'est parti. 1, 2, on pousse. 3. Actu matin, il est 7h49. C'est bien plus qu'un voyage d'études. 18 auditeurs, hauts cadres experts en sécurité venus du Nigeria, ont foulé le sol tchadien. Placé sous le thème « Les acteurs non étatiques dans la gestion de la sécurité en Afrique. Enjeux, défis et perspectives pour la paix et le développement ». Cette mission se veut une plateforme de dialogue et d'interconnexion sécuritaire entre les deux pays. Les échanges présidés par le contrôleur général, Paul Manga, directeur général, premier adjoint de la police nationale, ont mis en lumière l'importance d'une coopération ouverte. Dans son propos de bienvenue, il a rappelé que le Tchad est une terre d'hospitalité et de coopération. Soyez assurés de notre engagement à faire de votre séjour un moment riche en découverte, en apprentissage et en fraternité sécuritaire. Au cours des discussions, l'organisation de la police nationale tchadienne, les défis sécuritaires liés aux contextes locaux, les réponses communautaires, mais aussi la coopération avec les acteurs non étatiques. Des expériences qui interpellent les visiteurs nigérians en quête de modèles novateurs de gouvernance sécuritaire. L'un des intervenants n'a pas manqué de souligner que la sécurité ne peut plus être exclusivement étatique. Elle doit intégrer les initiatives citoyennes et les apports des acteurs non gouvernementaux pour construire une paix durable. Un appel à repenser les approches classiques à l'aune des réalités africaines. Pendant leur séjour, la délégation nigériane multipliera les rencontres avec les principaux acteurs sécuritaires tchadiens. L'objectif est de croiser les regards, mutualiser des bonnes pratiques et dessiner les contours d'une architecture sécuritaire africaine plus cohérente et inclusive. Cette initiative, loin d'être un simple déplacement protocolaire, incarne un engagement ferme en faveur d'une Afrique en paix. Face à des menaces qui ignorent les frontières, le Tchad et le Nigeria montrent la voie d'une sécurité concertée, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. L'éducation est un élément clé pour impulser les réformes institutionnelles. Ceci afin de mieux aider la jeunesse à s'adapter de manière permanente aux initiatives éducatives. Pour ce faire, l'ENA constitue un cadre idéal et indiqué dans lequel seront renforcées et développées les formations qui permettront d'accompagner cette nouvelle administration avec pour ambition de faire de la promotion féminine et de la question de la situation des personnes vivant avec un handicap une certitude. Dans cette même optique, je demande à la direction générale à faire l'effort pour porter le nombre des élèves de la promotion suivante à 350 avant d'envisager une augmentation progressive des effectifs, tout en encourageant les candidatures féminines et celles des personnes en situation de handicap, afin que la fonction publique reflète la diversité et la richesse humaine de notre cher et beau pays.
S'agissant du prochain concours, le chef de l'État a insisté sur le mérite et la transparence. S'agissant du concours prochain, j'exhorte le directeur général de l'ENA ainsi que tous les membres du jury à veiller à qu'il soit organisé dans la plus grande transparence. L'administration doit se distinguer par sa disponibilité de proximité avec ses usagers, sa rapidité d'accès, mais surtout sa créativité d'action. Je veux une administration debout, solide et transparente. Elle doit être cohérente, juste et capable d'assumer ses responsabilités avec fermeté. Je veux une administration débarrassée de la corruption, une administration productive, prompte et résolument tournée vers le numérique. Il est essentiel d'associer à cette volonté le recrutement de ces jeunes à la fonction publique, ceci afin de contribuer efficacement à faire rayonner l'image de l'éducation tchadienne. Sous l'initiative du projet à la page, 8 jours durant, les 25 maîtres communautaires venus des provinces du Mandoul et le Gol oriental ont été formés sur les méthodes d'apprentissage inclusive, des approches différenciées, les enjeux liés à l'éducation inclusive, notamment l'accueil et l'accompagnement des enfants vivant avec un handicap ou en situation de vulnérabilité. Retour sur la quintessence des différents thèmes abordés avec les formateurs. Nous avions parcouru beaucoup de thèmes. Sur le thème sur l'organisation de la classe, le thème sur l'enseignement inclusif, les apprentissages, l'enseignement de la géographie au SEM, la géométrie, système métrique, le thème, enfin, le dernier thème de la journée est axé sur l'évaluation. Ce que c'est que l'éducation inclusive, il consiste à mettre tous les enfants vivant avec les handicaps dans les mêmes pieds d'égalité que les autres enfants. Puisque ceux-là aussi ont le droit à l'éducation, à la santé et tout. Ils sont marginalisés surtout par la communauté. Les appréciations des différents participants. C'est la première fois qu'on nous a donné cette notion. Pour que devant la situation, c'est-à-dire devant les élèves, il faut tenir compte des élèves qui ont des problèmes. Il faut que l'enseignant soit à mesure de les prendre en compte. Avant, on ne connaît pas comment tenir une classe inclusive. Mais maintenant, on nous a donné le canevas de donner l'enseignement inclusif et c'est un enseignement de qualité. Pour Sou Alain, chef du projet à la page Humanité et Inclusion, cette formation est un point de départ vers une pratique renouvelée, plus inclusive, plus professionnelle et plus adaptée à la réalité de leur communauté. Le délégué de l'éducation orientale, Légidam Tchouingé Robert, les invite à mettre en exergue les acquis reçus de la plus belle manière. Je tiens surtout à vous rappeler que la vraie réussite de cette formation se mesurera sur le terrain à travers la mise en pratique effective de ce que vous avez appris ici. Je vous exhorte donc à porter les valeurs de qualité, d'équité et d'inclusion dans toutes vos interventions. Je vous exhorte donc à porter les valeurs de qualité, d'équité et d'inclusion dans toutes vos interventions. Les participants auront pour mission de retour dans leur classe à promouvoir l'éducation inclusive, assurer la protection de l'enfant en situation de handicap et adapter les méthodes d'enseignement aux besoins de tous les apprenants. C'est en 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie, lors de la conférence des femmes africaines, que cette journée du 31 juillet trouve sa source. Les militantes et dirigeantes de plusieurs pays qui ont pris part à cette conférence ont discuté des conditions et du rôle de la femme dans la lutte de l'indépendance et le développement. L'objectif de cette journée est de sensibiliser aux droits des femmes et aux inégalités persistantes sur le continent, encourager la participation des femmes dans les sphères politiques, économiques et sociales. Favoriser l'échange d'expériences et la solidarité entre les femmes africaines et celles de la diaspora. Mettre en avant les contributions des diverses femmes africaines dans divers secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat.
Il est à signaler que les femmes représentent environ 50% de la population, mais très peu sont présentes dans les instances décisionnelles. Malgré les nombreuses luttes des organisations et associations, le chemin reste encore loin pour que la femme africaine puisse trouver la place qu'elle mérite dans la société. Il faut rappeler qu'au Tchad, le travail à faire est encore énorme car la place de la femme tchadienne dans la société est marquée par des traditions fortes, des inégalités persistantes, des difficultés à accéder aux postes clés dans les administrations, la discrimination dans le travail pour ne citer que cela. Aujourd'hui, l'on peut se réjouir d'une représentation de 40% des femmes dirigeantes d'entreprises, bien que l'accès aux finances reste un défi. Avec l'avènement du numérique, la femme africaine doit se former aux compétences numériques, s'assurer que sa voix soit entendue dans les discussions et prises de décision continentales. C'est autour du thème « Épidémie évitée, vie sauvée, le pouvoir de la vaccination au Tchad » que les journalistes points focaux du consortium UNICEF Ministère de la Communication à travers le programme de plaidoyer et de communication et l'UJT ont eu à échanger avec les experts de l'UNICEF et du ministère de la Santé publique sur cette problématique. Espace qui a permis aux journalistes de mesurer leur rôle dans la sensibilisation du public sur l'importance de vaccination au Tchad. Face à certaines barrières traditionnelles et à la désinformation croissante, il est essentiel de promouvoir une culture de la santé, d'informer nos populations que la vaccination sauve des vies. Nous devons sensibiliser nos communautés, encourager les familles à faire vacciner leurs enfants et à comprendre l'importance des vaccinations régulières. Le respect du calendrier vaccinal permet d'éviter, de prévenir et de sauver des vies des couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants, des maladies comme la rougeole, la poliomyélite et bien d'autres maladies épidémiologiques. Depuis plus de 2 siècles, les vaccins ont grandement réduit les effets catastrophiques de maladies telles que la variole qui est complètement éradiquée, la poliomyélite dont les efforts sont consentis et continuent d'être déployés pour être éradiqués, et la rougeole qui est sensiblement réduite et pour laquelle le monde se fixe l'objectif d'éliminer. Dans une posture de prévention et de lutte pour l'éradication des maladies épidémiologiques, le ministère de la Santé publique et de la Prévention, par l'entremise du programme élargi de vaccination, introduit de nouveaux vaccins afin d'immuniser au maximum les enfants contre certaines pathologies évitables par la vaccination régulière. Et actuellement, nous sommes à 11 vaccins qui permettent de protéger les enfants et les femmes enceintes contre 13 maladies. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est qu'en 2030, 90% des enfants et des femmes enceintes soient vaccinés. Si on prend 100 enfants au Tchad, que 90 de ces 100 enfants-là soient vaccinés complètement. Malgré les avancées constatées en termes de nombre important d'enfants vaccinés, beaucoup reste à faire dans la sensibilisation. Certains parents, emportés par des préjugés, ne font pas vacciner normalement leurs enfants suivant le calendrier vaccinal. C'est là l'apport des journalistes points focaux est attendu. Cet atelier a pour objectif de faire une analyse communautaire des conflits dans le sud du Tchad, notamment la situation de Mandakao et ses environs, mais d'identifier aussi des moyens afin d'atténuer ou de prévenir tout conflit. Il se veut un cadre où des pistes de solutions seront proposées par les membres des réseaux des médiateurs et d'autres acteurs locaux pour répondre rapidement en cas d'une situation conflictuelle. À l'ouverture des travaux, le représentant de HD, Nadi Lumbaye, a indiqué que les conflits intercommunautaires et transfrontaliers font des dégâts énormes, raison pour laquelle le Centre de dialogue humanitaire en fait son cheval de bataille. Depuis son arrivée au Tchad en 2017, le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG de droit suisse, est spécialisée en médiation, œuvre pour atténuer et résoudre les conflits grâce au dialogue et à la médiation. C'est dans ce cadre qu'à partir de novembre 2024,
Le Centre pour le dialogue humanitaire met actuellement en œuvre un projet visant à diminuer les conflits locaux tout le long des routes de la transhumance. Ce projet est dénommé Atténuation des impacts des conflits intercommunautaires en Afrique centrale. Pour le secrétaire général provincial, les communautaires et les membres du réseau des médiateurs agro-pastoraux du Logos s'inscrivent dans la droite ligne des politiques du gouvernement, au permanent duquel le maréchal Moïse Picot, président de la République, chef de l'État, et met au centre de ses préoccupations la cohésion sociale. C'est pourquoi nous devons soutenir cette initiative de HD et je vous invite donc à donner les meilleurs de vous-même en participant activement et de manière positive au débat durant ces 2 jours de rencontre pour que les résultats escomptés soient atteints. À noter que c'est au total 47 participants venus des 6 départements de la province du Logone oriental prennent part à cet atelier. Dans chaque communauté, le mariage a un mécanisme et son processus de déroulement. Mais chez les Moundans, il se planifiait parfois bien avant, à la petite enfance des prétendants. Autrefois, le comportement, le caractère et la beauté d'une mère étaient une source d'attraction de prétendants pour la jeune fille et du peur pour le garçon. Avant, pour avoir une fille, tu vas commencer à la proposer à bas âge. Et là, tu demandes pourquoi, parce que tu connais son père et profondément, tu connais sa maman. C'est la maman que le monde rencontre. Quand on vient en mariage, là, ce n'est pas pour la beauté. Mais c'est quand on te dit que sa maman, là, c'est une femme. Son père, là, c'est un homme. Pourquoi ça? Parce que le monde, son premier machin, il n'aime pas le paresseux. Et quand ton fils va aller prendre la main d'une fille d'un paresseux, il va te donner aussi un paresseux. Une qui vole. Son père est voleur ou sa maman est voleuse. La maman n'est pas respectueuse. Le monde ne le veut pas. Et là, à partir de 10 ans, là, tu es derrière la fille. Jusqu'à des années. Et là aussi, il y a des gens qui regardent le caractère de cette fille. Arrivé à un âge de mariage maintenant, tu fais ce que les parents demandent. Le processus de la dot est aussi tout particulier. La dot chez les Moundans ne se fait pas sentir car elle reste un symbole d'amour et d'union de 2 familles. La dot là, ça se paye par tigotable. Ça veut dire que tu as demandé la main, tu as donné les moyens de sacrifice, tout. Après, bon, le père va demander peut-être un bœuf, 2 bœufs, et puis il va te dire, moi je veux 8 bœufs, mais dans ça, la donne-moi 2, comme ça. Et puis progressivement, ça dépend des années que tu as de moyens, tu donnes, et ça finit. Et chez nous, on dit que la donne ne finit pas. Pourquoi ils font ça? Parce que quand la fille va chez son mari, elle a des difficultés, au lieu que ça soit seulement le problème de son père et sa maman, ça devient le problème familial. Parce que de nos jours, le mariage a perdu sa valeur au détriment des apports extérieurs et du modernisme chez la communauté Moundan. Ce fait est accompagné d'énormes conséquences telles que le divorce précoce, chose qui impacte négativement sur la tradition, les exigences et la culture de ce peuple qui, reconnu pour leur attachement à la valeur traditionnelle. Le mariage intercommunautaire n'est pas forcément un déroutement de l'exigence culturelle, mais plutôt il pourrait être une source de découverte, de cohabitation et de brassage culturel. في جو حماسي استقبل الرئيس النيجيري بولا تينوبو يوم الاثنين لاعبات المنتخب النيجيري لكرة القدم للسيدات بعد تتويجهن بلقب كأس أفريقيا عقب فوز تاريخي على منتخب المغرب بنتيجة 2-3 في نهائي البطولة الذي أقيم بمدينة الرباط. وفي خطوة تحفيزية وعقب مراسم الاستقبال أعلن الرئيس عن منح كل لاعبة شقة مكونة
مكونة من 3 غرف إلى جانب مكافأة مالية قدرها $100,000. وقال تينوبو في كلمته إنه فخور باللاعبات لما حققوه من إنجازات لدولة نيجيريا. إن منتخب نيجيريا للسيدات واحدة من أكثر الفرق انتظاما على مستوى العالم، إذ شاركت في جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقة البطولة عام 1991. ويهيمن المنتخب النيجيري للسيدات على كرة القدم الأفريقية، استوج ببطولة أفريقيا للسيدات للمرة 10 في تاريخه، وهو رقم قياسي غير مسبوق. ويعود الفضل في ذلك بشكل جزئي إلى أن نيجيريا سبقت الجميع في تأسيس دوري للمحترفات، وذلك في عام 1978. Djigmba est le rôle urbain. Il s'agit de lui. La cinquantaine, bien sonnée, vient de passer maître de conférence en sciences de l'éducation. C'était lors de la 47e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, tenu dans le courant de ce mois à N'Djamena, la capitale tchadienne. Il est le seul enseignant-chercheur à franchir ce cap parmi les nombreux candidats qui ont postulé pour ce grade universitaire très prisé qui permet d'afficher fièrement le titre de professeur. Ça n'a pas été facile. J'ai publié 24 articles, 2 livres, et j'ai participé à 7 colloques. Il faut dire qu'en dehors de ces articles, ces publications, il y a aussi les services rendus à la communauté maintenant. Quelle est l'utilité de l'intellectuel pour la société? Et ça c'est un aspect très important que le CAMES vient d'introduire dans le parcours des anciens chercheurs. Il s'agit donc, en dehors des activités universitaires, d'impacter positivement sur la vie sociale de nos concitoyens. Il faut dire que Djigmba, le rôle urbain, est un bosseur et il a toujours brillé de 1000 feux à l'école. Il a fait un parcours scolaire et universitaire sans faute qui lui a permis d'enchaîner successivement le brevet d'études du premier cycle BPC, un baccalauréat à 4 licences en sciences sociales, puis un master de recherche à Yaoundé et en France, et ensuite un doctorat en sciences de l'éducation avec la mention très honorable du jury. Le plus prévisible, c'est le grade de maître et de professeur titulaire. Pour devenir professeur titulaire, donc, il faut donc faire des publications. Il faut écrire un ouvrage. On dit au minimum 8 publications. Écrire un ouvrage seul. Il faut donc participer à des recherches. Il faut il faut enseigner. Puisque comme enseignant-chercheur, nous avons 2 missions. La première mission, c'est la mission d'enseignement. Donner des connaissances aux jeunes qui nous sont confiés. Les former pour la société. Mais la deuxième mission aussi, c'est la recherche. Avant de parvenir à ce haut sommet, il a été tour à tour directeur du collège Sacré-Cœur de Bébitia, ensuite recteur du moyen séminaire Saint-Jean de Pala, directeur d'internat au collège Saint-Michel de Douala, proviseur du lycée Padre Pio de Bébitia. Bardé de ce diplôme universitaire, il a été appelé à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation comme enseignant-chercheur. Il a fait ses preuves au sein de cet établissement d'enseignement supérieur avant d'être affecté à l'école normale supérieure de Bangor. Et l'éducation est donc un élément de base fondamental pour une société durable, pour une société cohérente et pour une société donc plus harmonieuse. Et plus on forme des jeunes qui ont un niveau élevé, plus ils sont capables donc de transformer la société dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, nous avons nos institutions universitaires qui sont arrêtées, qui arrête le cursus majoritairement au niveau de master. Je crois qu'il faut faire des efforts. Et faire des efforts pour donc pousser les gens à aller plus loin. Outre la recherche, il est consultant indépendant dans plusieurs domaines. Il est également responsable des enseignants pédagogiques en master à l'école normale supérieure de Bangor. C'est un enseignant compétent et travailleur. Ses expertises avérées sont reconnues par ses collègues et étudiants qu'il encadre. De bons témoignages diffusent de partout dans le milieu universitaire à l'égard de cet enseignant modèle. C'est un homme affable et très sobre.
Son humilité a été toujours appréciée par ceux qui ont eu à le côtoyer. C'est un homme de dialogue et d'écoute. Aujourd'hui, il est parvenu à ce grade universitaire supérieur. Il va désormais encadrer les doctorants. Bon vent aux maîtres de conférences pour le rayonnement de l'enseignement supérieur. Et oui, c'était là l'équipe de la rédaction qui nous a permis d'avoir les informations en santé, en société, en politique, mais aussi l'éducation à la chef. Merci. Merci à toi, merci à toute l'équipe et surtout, il faut toujours nous amener à nous informer et merci à la réalisation qui a synchronisé toutes ces informations. Cela nous a permis de recevoir la grande dame au petit corps. Nepi Timbaï Diana, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, tu as choisi de prendre une couleur de notre multicolore et le mettre en valeur. Il faut seulement dire qu'elle a choisi de mélanger un peu la couleur que tu as. Et puis, c'est tout, je me retrouve seule au milieu. Elle le voit loin. Tu n'aimes pas la couleur. Je me retrouve seule. Et puis, on fait ça simple. On passe au suivant. Bonjour, Diana. Bonjour, Madame Larissa. Ça va? Ça va. Il y a la forme. Oui, la santé, tout. On se porte mieux. Ok, avec vous, on va parler de la vulnérabilité et la résilience des jeunes. Alors, c'est quoi la vulnérabilité? C'est quoi la résilience? Et puis, je viens chercher quoi? Des gros français sur nous, alors nous, on va... Voilà. Comme on s'est reposé, on est revenu avec le gros français. On sent que vous avez eu un bon temps de repos. Et puis bon, on est là pour vous écouter, en tout cas, les téléspectateurs, les auditeurs de IFM, mais aussi les internautes, nous sommes là pour vous. D'accord. Voilà, je suis très heureuse, très contente de vous retrouver ce matin parce qu'il y a 2 à 3 semaines, je suis absente. Mais voilà, me voici de retour et j'espère que la santé sera stable pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Ce matin, on va parler un peu de la vulnérabilité et la résilience des jeunes. Là, c'est vrai que pendant mon absence, on a fait aussi un peu vers le sud du pays, on est rentré et puis on a pu observer les choses et puis on s'est dit pourquoi pas parler de la vulnérabilité des jeunes. Et la vulnérabilité, c'est tout simplement les défis, les difficultés que les jeunes rencontrent durant leur parcours scolaire ou bien dans la société en général, en fait. Donc, aujourd'hui, on va mettre un peu l'accent sur ces vulnérabilités-là et aussi dire que malgré ces vulnérabilités, malgré ces difficultés, malgré ces défis, les jeunes tchadiens ne se laissent pas faire ce dernier temps. Ils sont conscients que voilà, c'est difficile, ils sont conscients que les difficultés sont là, mais ils se donnent également pour s'en sortir. Et là, parmi ces difficultés-là, on va prendre un peu le cas de l'inégalité sociale. C'est vrai que lorsqu'on parle de vulnérabilité des jeunes, tout de suite là, on voit surtout le chômage des jeunes. Mais il faut savoir que le chômage des jeunes, c'est aussi un pan de cette vulnérabilité-là. On va revenir amplement pour parler du chômage des jeunes. Là, c'est un terme. On va prendre bien précis, on va débattre ça la semaine prochaine. Mais là, on veut faire un peu le tour de la question. Dans cette vulnérabilité-là, on a parlé ici de l'inégalité sociale. Nous savons que les jeunes, surtout en N'Djamena, et si vous prenez les jeunes également des provinces, lorsque vous les mettez ensemble, vous sentez cette inégalité-là tout de suite qui apparaît, surtout dans la qualité même de l'éducation. Vous prenez un enseignant, surtout dans les provinces, lui seul qui enseigne la mathématique, lui seul revient enseigner la physique, chimie, lui seul revient enseigner la biologie. Et là, la qualité de l'éducation qu'on veut inculquer à ces jeunes-là se confronte à un problème. Parce que l'enseignant n'est plus concentré 100% sur sa matière de base pour pouvoir donner le maximum. Il est départagé. Il est départagé et il ne donne pas ce qu'il faut vraiment à la jeunesse. Et là, de côté de l'éducation, surtout ces jeunes-là qui sont dans les provinces ont ce problème. Et là, ça fait partie également de l'inégalité sociale que nous parlons également. Donc, on peut parler de manque de ressources
On ne peut, je ne sais pas si on va parler de manque de ressources, mais parce qu'on a des enseignants formés, qualifiés qui sont là, qui demandent à être intégrés, mais on ne les intègre pas. Et il y a un nombre réduit, restreint qu'on envoie dans les provinces et qui ne couvre pas le besoin. Mais ceux-là même qu'on envoie dans les provinces, il y en a qui refusent simplement d'aller au poste et préfèrent être en Djamena. Alors, est-ce que ce n'est pas une des causes? Justement, Larissa, parce que aujourd'hui, la plupart des enseignants peut être affectés dans des zones, dans des postes de service. Si ce n'est pas dans des grandes agglomérations, ils refusent systématiquement. Peut-être ils vont prendre service, ils font l'acte de prise de service, ils négocient avec l'inspecteur sur place, ils négocient avec le directeur du lycée, du collège. Et puis voilà, à la fin du mois, ils glissent un peu quelque chose. C'est un système comme ça. Et moi, je reviens encore peut-être dans le sens de ce même enseignant qui enseigne la physique, ce même enseignant qui enseigne les mathématiques. Des fois, je comprends dans le sens où il ne sera pas trop concentré, mais il n'aura pas assez de temps pour préparer, par exemple, des cours consistants. Moi, je le prends dans ce sens. Mais franchement, pour ceux qu'on affecte et qui n'y vont pas, ça, c'est terrible, quoi. Il y en a tellement, il y en a de trop même. Et on espère aussi que là, ce sont les inspecteurs, les directeurs même qui encouragent ce phénomène-là. Parce que si eux, ils refusent, de se donner à ce genre de jeu, je crois que les gens seront dans l'obligation d'aller rejoindre leur poste et on ne va pas parler de ce genre de problème. Ben, imagine, tu trouves par exemple une voiture de service de l'inspection de l'enseignement de base, par exemple, du Mandoul, mais que tu le trouves tous les jours ici en Djamena. Ça veut dire quoi? Ça s'explique comment? Il va te faire croire qu'il est en Djamena pour suivre ses dossiers. Pendant 6 mois. Ah, mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est ça les arguments que... C'est ça la question. L'autre problème, c'est que il y en a qui, les inspecteurs ou bien les directeurs d'établissement, se voient en dessous d'eux. Ils sont en Djamena. Tu viens, tu fais tous les dossiers possibles pour dire que voilà, la personne n'est pas au poste, mais tu n'auras jamais de suite. Tu n'auras jamais de suite. Et si tu veux te plaindre, on va te demander toi-même, mais tu peux aller enseigner. Et du coup, la résultante directe, c'est les jeunes. Oui. Bien sûr, c'est eux qui en pâtissent. C'est les enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on est à Mundou, on est en Djamena, on est à Abéché, pour ne citer que quelques grandes agglomérations que je connaisse, l'éducation, ça va, l'école, ça va, les jeunes ont encore un peu de qualité dans l'enseignement. Mais quand tu descends un peu dans le Tchad profond, mais c'est normal, surtout pour Diana qui a fait un peu le tour dans le Tchad profond, ça te sidère au fait. Les gens vont à l'école à 7h, ils commencent les cours à 9h pour finir à 11h30. Et puis c'est tout. Ils rentrent chez eux et c'est déplorable. Aussi, on peut parler de la précarité économique et les emplois instables, surtout pour les jeunes. Les jeunes, quand on parle de l'économie, c'est pas que les jeunes doivent avoir des milliards ou des millions pour pouvoir survivre. Lorsqu'un jeune a la capacité de faire quelque chose, de se débrouiller, mais s'il n'a pas la possibilité d'avoir un petit boulot qui peut lui permettre de survivre, là, tout de suite, ça va le plonger dans une précarité économique que lui-même, il ne va pas s'en sortir. Et nous savons que les jeunes qui n'ont pas cette possibilité-là, des fois, se tournent vers des choses qui ne sont pas vraiment dignes de nom. Aujourd'hui, on va parler également de fuite de cerveau, on va parler des banditismes, on va parler d'autres. C'est parce que ces jeunes-là qui sont en chômage, c'est vrai que le chômage même, là, il faut définir quelle catégorie de jeunes qui doit être en chômage. Mais là, ces jeunes qui ont des compétences, mais qui n'ont pas de boulot à faire et qui se retrouvent, par exemple, confrontés à des situations très difficiles, ils sont obligés de se laisser aller et puis ils font des pratiques. Quand tu restes comme ça, tu dis que waouh, c'est difficile pour la jeunesse. Est-ce qu'on peut se dire, c'est la grande famille de Imatin, est-ce qu'on peut se dire 2, 3 actes ou bien de ces choses-là que ces jeunes-là se livrent? Par exemple, la consommation de la drogue. Parce que ces jeunes, tellement qu'ils sont stressés, tellement qu'ils ont des pressions de la famille, ils sont dans l'obligation de sortir et aller
à la rencontre des autres jeunes au quartier qui pensent qu'en partageant des soucis, ils vont avoir des solutions. Mais ces jeunes-là aussi, s'ils ne sont pas de la bonne moralité, ils sont obligés de dire que viens, on parle là, je vais t'aider. Et l'alcoolisme vient, consommation de drogue vient, et puis le banditisme. Quand on veut l'argent pour consommer la drogue et qu'on ne trouve pas, on est obligé d'agresser même les autres. Mais Diana, toi, excuse-moi, peut-être que Diana va un peu plus loin pour dire la pression de la famille, il est obligé de partir. Mais il y en a qui n'ont ni père ni mère. Il y en a qui n'ont même pas de famille. Et même pour trouver à manger, ça devient un problème. Alors, il faut se fondre dans la masse. Et là où il vient, là où on lui donne peut-être une patate grillée, etc. Et que les gars, ils fument, les gars, ils font ça. Il est obligé de faire certaines choses pour avoir accès à certaines choses. C'est compliqué. Aussi que c'est vrai que, je ne sais pas si c'est en Afrique ou bien c'est ici seulement au Tchad, où on ne parle pas vraiment de la question de la dépression, des stress des jeunes. Il y a des jeunes qui sont en dépression, mais qui refusent de dire, qui refusent de s'ouvrir aux autres, et c'est très difficile, c'est très dangereux. La dépression peut même amener quelqu'un à la mort. Si la personne ne trouve pas quelqu'un avec qui il va partager ses peines, ses difficultés qu'il rencontre chaque jour. Et c'est un phénomène que moi je me dis qu'il faut chercher un cadre pour pouvoir entendre ces jeunes-là. Moi je dis que en ce qui concerne la dépression, on a également une faculté de sciences, de l'éducation, qui forme aussi des psychologues. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? À part les envoyer, d'abord même les intégrer, c'est déjà difficile. On se demande, toi tu fais la psychologie, c'est pour faire quoi? Les sciences sociales, c'est difficile. Pour avoir sorti de cette faculté, j'étais la 5e promotion de cette faculté des sciences de l'éducation de l'université de N'Djamena. De la première édition, de la première promotion jusqu'à nos jours, aucun n'est intégré. Oui, à moins que ceux qui sont reversés en master dans d'autres domaines, peut-être en anthropologie, etc., eux, ils sont intégrés. Mais ceux qui sont sortis avec la licence planification, administration scolaire, ceux qui sont sortis avec la licence orientation scolaire, la psychologie, le fondement de l'enseignement, etc., rien. Donc, il y a beaucoup de choses. Et là, on parle seulement pour ceux qui sont ici au pays. Mais il y en a d'autres qui sont partis étudier ailleurs, qui sont revenus également. Et qu'est-ce qu'on fait de cela? Eux aussi se cherchent comme les autres qui ont étudié sur place. Ils sont censés venir apporter de l'aide moi, je me dis que ceux qui souffrent. Oui. Ce domaine-là, je ne sais pas, ces ressources humaines qu'on a là, je ne sais pas comment l'État utilise, ou bien on ne sait pas où les placer. Peut-être c'est ça le problème. Parce que dans chaque structure, dans chaque domaine, dans chaque ministère, on a besoin de psychologues. Parce que même ceux qui travaillent déjà. Justement. Il y a ceux qui sont dans la dépression, qui ne disent pas son nom. La pression du boulot peut créer des dépressions. Effectivement. Et ils ont besoin de ces gens-là pour pouvoir parler, discuter et puis se décharger un peu de ce fardeau-là. Donc, moi, je dis que même, par exemple, ici à Haïti, on a besoin d'un psychologue qui peut venir rester. Et puis, comme Madame Larissa, voilà, de temps en temps, comme elle a ses sauts d'humeur, là, voilà. Je sais déjà qu'elle-même, elle est psychologue, alors elle peut vous laisser voir. Voilà. Pour la petite information, elle-même, elle est psychologue. Donc, après l'émission, bon, je reçois toute l'équipe qui est en train de. Bon, on commence par Dina. Dina, après l'émission, tu vas passer chez Larissa. Voilà. Pour une consultation psychologique, oui, Diana. Oui, et puis on va parler un peu de la discrimination sociale. Là, quand on était à Pala, on discutait avec un jeune et qui nous fait comprendre que la discrimination sociale, c'est vie. Et c'est une réalité. Il s'est confronté à cela parce que au Tchad, il y a une catégorie d'ethnie qui pense que ce tribu-là, ou bien cette ethnie-là, n'est pas dit d'être mon chef, ou bien il n'est pas dit pour qu'on collabore ensemble, puisqu'on travaille. On le voit comme si ce sont les esclaves, on le voit comme si ce sont les sous-hommes. Donc on dit que non. Donc quand tu viens de fois même pour travailler, tu es confronté à ce genre de difficultés et ça te rend mal à l'aise, c'est difficile à surmonter également. Mais malgré tout cela, il faut se dire que la jeunesse tchadienne est résiliente. Donc, ils essaient également de surpasser cela et de s'en sortir, par exemple, avec l'entrepreneuriat qu'ils font.
il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de nos jours. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot, mais c'est parce qu'ils ont pris conscience de cette difficulté-là. Ils se disent que bon, on ne peut pas aussi rester comme ça et subir. Il faut chercher des plus de solutions. Et même ici en N'Djamena ou bien dans les provinces, les jeunes se donnent. Et récemment, on a vu dans les actualités qu'il y a un jeune Caro Entreprise ou quoi qui est parti, il était meilleur à l'Afrique francophone, il a reçu le prix, qu'il est venu présenter même au Premier ministre. Là, les jeunes se donnent et les jeunes s'engagent également, surtout dans les bénévolats et volontariats, pour pouvoir développer les compétences. Mais jusqu'à quand? Bon, jusqu'à ce que la situation puisse... Une chose auquel je suis sûr, c'est que oui. Il y a certains domaines dans l'entrepreneuriat qu'on ne le fait pas toute sa vie. Effectivement. On le fait peut-être quand on a encore de l'énergie. Oui. On le fait quand on a encore un peu de la vigueur. Mais arrivé à un moment, on ne pourra le faire. Oui. Alors, si les jeunes, dans leur résilience, doivent se lancer car l'entrepreneuriat, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est là la question, est que c'est vrai qu'on ne peut pas faire certains jeux à vie, mais on espère qu'à un moment donné, en faisant cela, ils vont développer des compétences, en faisant cela, ils vont également chercher à faire des bénévolats et autres pour pouvoir avoir des compétences nécessaires. Et lorsqu'ils vont aller maintenant déposer quelque part pour travailler avec leurs diplômes qu'ils ont eus, ils vont dire que bon, ils sont quand même compétents et autres. Parce que le gros souci est que quand tu vas aller quelque part, on va te brandir que tu n'es pas compétent, tu n'as pas les compétences nécessaires. Oui. Donc ce sont des chemins courts que les jeunes essayent de prendre pour pouvoir surmonter ces obstacles. Je reviens sur la discrimination. La discrimination, c'est quelque chose qui se vit là, il faut qu'on se le dise. Ouais. La discrimination au Tchad, c'est comme tenir la main et puis marcher. Il y a parfois où on te demande, mais tu es de quelle boîte? Quand tu donnes le nom de la boîte ou bien tu donnes déjà le nom de là où tu es, on dit, mais attends, tu as fait comment pour entrer là-bas? Est-ce que tu ou bien quand tu donnes un nom, on pense directement, on t'attribue déjà une ethnie, quelque part. Tu dis non, mais moi je suis de tel autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, ça fait que c'est dans la tête, au fait. C'est dans la tête et on vit avec. J'ai fait pour peut-être ouvrir une parenthèse en 2 secondes. Oui. Moi, quand j'ai fini, j'ai eu mon bac et que j'étais entré à la fac, je cherchais à travailler, au fait. Ben, je n'avais pas de compétences, je viens de sortir du lycée et j'entrais à l'université. J'étais allé voir quelqu'un, un ami qui était un RH dans une entreprise quelque part. Je lui ai dit, trouve-moi quelque chose, même si c'est pour aller balayer. Il m'a dit, dépose ton CV. Je lui ai dit, c'est quoi un CV? Parce que je ne connaissais pas, je sortais du lycée, c'était quoi? Il m'a dit ça. J'étais allé, j'ai fait ce qu'il m'a demandé et puis j'étais reçu en entretien. Mais toutes les réponses que je donnais étaient contraires aux questions qu'on me posait. Heureusement, le chef d'entreprise m'avait observé pendant tout l'entretien. Il m'a dit, tu sais, la seule chose qui m'épate chez toi, c'est que tu parles très bien le français. Tu as un bon niveau et je pense que je vais t'envoyer dans tel service pour essayer un stage. J'étais entré dans le service. J'ai fait la période de stage qu'on m'a octroyé. Et puis, c'était pendant les vacances et je devrais reprendre les cours. Quand les cours reprenaient, je lui ai dit, bon, merci, j'ai fini mon stage. C'est un stage rémunéré. J'ai fini mon stage, je dois repartir au cours. Il m'a dit, ok, je ne peux pas te laisser partir parce que j'ai compris que tu as de la compétence et tu l'as extériorisé pendant ce temps de stage. Et c'est ainsi que il me dit, ok, il y a des filières de nuit aussi dans mon service. Et on m'a calé. Tu vas le matin, tu as la journée pour tes cours, tu as la nuit pour le travail. J'ai jonglé les deux jusqu'à ce que les 14 mesures ou les abattements arrivent pour créer une confiture et on a mis fin. Mais cette petite expérience m'a permis d'intégrer cette grande maison où aujourd'hui j'essaie d'apprendre du mieux que je peux. Donc cette histoire de aussi demander aux gens l'expérience avant d'avoir un poste, on écrit même. Sur les avis, 5 ans d'expérience, 3. Mais il n'y a pas une école d'expérience. Tant qu'on ne donne pas la possibilité. C'est le système francophone qui fait qu'on souffre ainsi. Sinon, les anglo-saxons, c'est qu'est-ce que tu peux faire?
Qu'est-ce que tu sais faire? C'est tout. Puis On passe au suivant. On passe. Ouais. Et pour ajouter quelque chose à l'exemple qu'il a pris, moi, c'est un témoignage. Ouais. Il y avait une amie à Matane qui nous racontait ça. Elle, quand elle était revenue de l'étranger avec son diplôme, elle a déposé pour les stages et autres, pas de réponse. Ouais. 1 an, 2 ans. 3e année, elle a décidé d'un bon matin de prendre ses dossiers, aller photocopier et cibler une entreprise. Il a marché des pieds de Gassi jusqu'à aller à Farsha, à pied. Elle est partie, elle dit qu'elle a rendez-vous avec le boss de la structure. Elle dit que vous avez pris rendez-vous quand? L'heure. Elle dit qu'elle a juste rendez-vous avec lui. Pourtant, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'elle veut être en contact direct avec le boss de la structure et exposer son problème parce qu'elle était fatiguée. Maintenant, la secrétaire est partie dire que voilà, quelqu'un est là à l'accueil que vous avez rendez-vous. Je dis que non, lui il n'a pas rendez-vous. La personne est où? Je dis que la personne est là. Il est sorti, il est venu dire que madame, bonjour, bonjour. Je dis que vous dites qu'on a rendez-vous. Elle dit oui. Elle dit qu'on a pris rendez-vous quand? Elle dit que hier. Lui, il ne se souvient pas. Elle est catégorique, elle est restée sur sa position qu'on a rendez-vous. Today, not today. Today, elle dit, ok, venez dans mon bureau. Elle est entrée, elle a exposé son problème. Et après, ils avaient exposé son problème, elle dit que franchement, elle s'excuse, mais voilà. C'est vrai qu'elle n'a pas rendez-vous, mais elle est fatiguée de rester à la maison. Et c'est la seule option qu'elle a trouvée pour venir vous rencontrer et exposer son problème. Moi, je parle de la conviction. Le monsieur est resté comme ça et dit que waouh. C'est de la conviction, je sais. Effectivement. Donc, malgré les difficultés, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a osé. Et puis aujourd'hui, elle travaille, elle se prend en charge et c'est quelque chose de très bien. Aussi, je voulais soulever quelque chose, la question du changement climatique. C'est vrai que c'est aussi un facteur qui touche les jeunes, surtout dans les provinces. On dit qu'il n'y a pas boulot réparti vers l'agriculture. Ok, on répare. Mais les conditions ne sont pas réunies comme les conditions d'hier. Et là, les jeunes sont confrontés à ce changement climatique-là. Donc, ça joue également sur le rendement, ça joue également sur la qualité du travail et autres. Mais malgré tout cela, les jeunes essayent quand même de faire et ils s'adaptent comme ils peuvent pour pouvoir s'en sortir. Donc, ce matin, je suis là juste pour dire que oui, c'est difficile, oui, il y a des difficultés, mais les jeunes sont quand même résilients, il faut reconnaître cela. Merci beaucoup, Diana. Merci pour ces éléments qui pourront encore encourager un jeune, mais aussi aider un jeune à continuer à tenir, mais surtout à se battre. Merci. Nous allons simplement raccompagner Diana avec parole aux citoyens. On parle de l'interdiction de la circulation des gros porteurs, par exemple les bennes. Mais on ne sait jamais, parce que les gros porteurs, ça fait de l'économie au pays. On voit, par exemple, les gros porteurs qui nous transportent, qui nous importent des biens à consommer ici. Si on interdit, par exemple, la circulation, peut-être il y aura pénurie des produits exportés et ça fera quand même une crise d'alimentation au pays. Parce que la circulation, même pendant la journée, est plus dense que la circulation de la nuit. Donc, si on interdit la circulation des gros porteurs pendant la journée, j'espère que c'est normal. Les gros véhicules circulent pendant la journée, là, c'est pas bien. Comme ça crée de l'embouteillage et ceux qui partent au travail de l'État, même parfois, il arrive avec un retard. Normalement, les gros véhicules, les bennes, les cocos doivent circuler pendant la nuit lorsque les travaux et les cocos sont déjà finis. Mais on voit les bennes, les gros véhicules circulent pendant la journée, comme ça crée de l'embouteillage. Même les étudiants, même quand on part à la faculté, on trouve qu'il y a beaucoup de l'embouteillage, ça nous empêche d'arriver vite à la faculté. Donc comme ça, moi je vois, ce n'est pas bien. Moi je supporte l'avis de monsieur le maire. Vu ce que les gros porteurs qui sont en train de causer comme dégâts, souvent ils arrachent la vie de nos parents, de nos proches, et cela nous fait très mal. Si seulement ils pouvaient accepter et puis faire comme la décision que monsieur le maire avait prise, je pense que cela pourra un peu régulariser la condition de circulation d'ici de chez nous. Puisque vu l'état de nos routes, on n'a pas assez de routes.
Et c'est les seules routes que les gros porteurs pratiquent. Et à cet effet, moi, je suggère qu'ils peuvent respecter la décision de monsieur le maire et puis circuler comme tel. Oui, la décision de la maire de la ville concernant les gros porteurs qui circulent en pleine journée, moi je trouve ça normal parce que ceux-là, quand ils circulent en pleine journée, il y a des accidents qui arrivent, ils n'ont pas de frein, tout ça. Et si les gens de gros porteurs insistent à circuler en pleine journée, je pense que le maire de la ville doit sanctionner les gens de gros porteurs ou soit amender ceux-là qui persistent à circuler en pleine journée. Comme ça, je pense qu'ils auront peur et puis ils vont respecter la décision qui a été prise. Et oui, de retour sur le plateau, l'interdiction de circuler des gros porteurs et des bennes. Nous déplorons vraiment la circulation, il faut le dire. Mais moi, je me dis, est-ce que la signature de cette décision-là est... Je ne sais pas comment exprimer, c'est comme si c'est les petits piments qu'on a versés sur le feu et puis maintenant ça a déclenché, l'histoire là est devenue autre chose. Ils sont tellement nombreux après l'interdiction que avant l'interdiction. Hier encore, non loin d'une boulangerie vers Atron, il y a eu encore un accident. Un père de famille qui a connu un accident, tu vois. Ça fait vraiment mal au fait, ça fait vraiment mal. Et leur sortie de ce coin-là, ça crée toujours de problèmes. Je me demande comment la mairie fera, surtout la mairie du 7e, parce que cette fois-ci, moi je ne vais pas m'adresser à la mairie centrale. Ouais. C'est la mairie du 7e parce que c'est logé dans votre circonscription. Comment vous allez faire pour gérer cette situation? Parce que il y a les bennes qui vont ramasser les sables au fleuve, qui remontent par l'abattoir et à ce niveau-là même là, la circulation avec les vendeurs, tout ça, ça rend la route très épais et de surcroît, les bennes, donc du coup, il n'y a pratiquement pas de passage. Et il faut aussi signaler, au passage, quand ils sortent, ils ramassent de la boue. C'est-à-dire, ce n'est plus le goudron, mais c'est de la boue et ça crée encore des dos d'âne, si je peux le dire ainsi. C'est vraiment dégradé alors, de grâce, comme le dit Alagef, la mairie du 7e, il faut penser à remettre de l'ordre dans votre arrondissement et surtout qu'on est en mode décentralisation. On peut toujours réglementer. Ouais. On peut faire un communiqué simplement, dire à tout le monde que à telle heure, les bennes circulent. À telle heure, ils sortent. Ils ont une heure, par exemple, de 12h à 13h, par exemple, ils peuvent sortir. Et puis, c'est la pause, donc les gens peuvent... Mais mélanger, bon, que Dieu nous préserve. Ah, voilà, notre invité est déjà installé également. Bonjour et bienvenue, Monsieur Miandé, l'homme du champ. Bonjour, Madame Larissa. Bonjour, M. Aladjef et bonjour aux téléspectateurs. Bon retour. Et puis le retour du champ, tu as fait le champ de Yamana jusqu'au sud. C'est un plaisir. C'est notre métier. Donc nous le faisons avec beaucoup de fierté. Super. Voilà, avec vous, nous allons continuer avec notre sujet que nous avons abordé hier et qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Oui, nous ne pourrons pas malheureusement la terminer aujourd'hui. Ouais, mais on aura quand même l'essentiel. La filière, effectivement. Ouais. Bon, nous avons déjà un peu expliqué qu'est-ce qu'on appelle filière, quels sont les types de filières qui sont disponibles au Tchad. Et nous pouvons peut-être survoler un peu les défis et les boulots d'étranglement. Les principaux en termes de potentialité, d'abord il faut revenir dessus. Nous avons parlé de la disponibilité par exemple des terres. Nous avons parlé de la diversité agroécologique qui va de la partie saharienne par la partie soudanienne. Cette diversité agroécologique permet à ce que nous puissions aujourd'hui facilement cultiver différentes sortes de cultures et même pratiquer l'élevage aussi. L'élevage camelin, l'élevage bovin, l'élevage ovin. Sur toute la partie du territoire national, on peut le faire. Suivant les différentes zones agroécologiques, c'est comme ça que vous retrouvez que dans la partie saharienne, c'est beaucoup plus l'élevage camelin avec
ce qu'on appelle chameaux. Ce ne sont pas des chameaux, ce sont des dromadaires. Parce que le chameau, il a 2 bosses. Donc, ce sont des dromadaires. Donc, dans la partie saharienne, nous avons l'élevage camelin. Dans la partie centrale, ou bien sahélo-saharienne, nous avons les types de cultures et d'élevage qui sont adaptés. Et ainsi de suite pour descendre dans la partie soudanienne. Ainsi. Donc, maintenant, quand vous parlez en termes de la disponibilité de l'eau, nous avons plusieurs sources d'eau. Pratiquement les lacs, les fleuves qui peuvent même être utilisés pour ceux qui sont riverains. Et même au-delà, même l'eau souterraine. On peut mobiliser l'eau souterraine pour pouvoir faire des cultures en toute saison, durant, que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison pluvieuse. On est habitué malheureusement à dépendre seulement que de la saison pluvieuse, ce qui limite la productivité. Ça devient un défi. Donc nous pouvons effectivement mobiliser ces ressources en eau. Maintenant, la main-d'œuvre, nous l'avons suffisamment. Il y a assez de main-d'œuvre. Nous l'avons toujours répété, vous parlez des chômages, il n'y a pas de chômage. Il y a des chômages pour ceux qui veulent être en chômage. Et qui peut être en chômage aussi. Parce que celui qui n'a pas une qualification n'est pas en chômage. Il faut avoir une qualification pour être en chômage. Mais néanmoins, on peut se donner une nouvelle qualification pour pouvoir facilement être utile dans la société. Donc pratiquement, quand on sort de l'école, on pense que bon, on a déjà une qualification, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a ceux qui sortent de certaines filières, surtout dans les facultés, mais qui ne sont pas dans les cadres spécialisés, ne sont pas des chômeurs. Ne sont pas des chômeurs. Il faut avoir une qualification, être un demandeur d'emploi. Et donc, si ça se coince de l'autre côté, bon, on repart là où ça absorbe tout le monde, la terre. Donc, on peut se créer une qualification de ce côté pour pouvoir aussi aller. Et en termes de difficultés, qui sont les défis, permettez que nous puissions parler pratiquement, on a parlé de l'eau, l'accès à l'eau, mais il y a aussi ce qu'on appelle la mobilité pastorale qui engendre tout souvent des conflits actuels dans ce sens-là, qui peut être un biais par rapport à une entrave au développement des filières. Parce que le plus souvent, quand on entame une filière, il faudrait qu'il y ait des plans de production. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un certain tonnage en termes de production à la fin. Mais maintenant, si pendant le déroulement de la saison, si les bœufs viennent en divagation détruire les espaces, pratiquement on a presque rien. Donc il faut voir ça comme un défi. L'accès au financement, qui est difficile, qui ne permet pas à ce que les jeunes qui veulent s'y investir n'aient pas cette possibilité de financer une filière quelconque. Parce que quand on commence par l'arachide, par exemple, ou bien le maïs, ou encore une autre culture, ou bien l'élevage, il faudrait un fonds de démarrage. Et ce capital de démarrage, on n'en a pas. Donc, quel que soit le besoin qu'on a, quelle que soit notre motivation, notre enthousiasme, notre intelligence. Il y a, notre intelligence, mais s'il n'y a pas les ressources pour démarrer, ça confirme. Donc, aujourd'hui, c'est que l'accès limité au financement constitue un grand problème en termes de blocage. Donc, ça devient un défi. Il faudrait relever ces défis parce que sinon, ça va s'ériger en goulot d'étranglement pour toute la suite et les filières ne pourront rester qu'au stade traditionnel. Maintenant, il faut compter en termes de l'appui. La faiblesse du service d'encadrement agricole, parce que ce n'est pas partout qu'on trouve, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture, ce n'est pas tout le monde qu'on le trouve à portée. Donc il faut renforcer les dispositifs de ce côté pour permettre à ce que les filières puissent être développées et soutenir l'économie au niveau national. Maintenant, les goulots d'étranglement. Parlons de l'autre côté, les infrastructures routières. On peut produire en quantité, mais il faut les évacuer. C'est ça. Et que ce soit sur le marché intérieur, que ce soit sur le marché sous-régional, sachant que la demande est là. La demande est là, mais maintenant, il faut, même si on le produit, il faut l'amener d'après la prochaine de valeur que nous avons développée ensemble avec vous, il faut l'amener du champ jusqu'au niveau de la table des consommateurs. Il faudrait que les infrastructures routières permettent à ce qu'en toute saison, on puisse envoyer des quantités. Vous allez constater malheureusement qu'il y a des parties du pays qui, aujourd'hui, malgré qu'on produit dans une zone assez en quantité, mais il y a d'autres provinces, d'autres localités du pays qui ne peuvent pas être approvisionnées parce que les routes ne sont pas bonnes. Donc ça pose un problème en termes de goulot d'étranglement. Donc vous voyez déjà de là que les défis sont là, les goulots d'étranglement sont là, et malgré la volonté des acteurs qui peuvent aujourd'hui s'investir, surtout les producteurs, que ce soit dans le cadre de l'élevage, dans le cadre de l'agriculture, même s'ils veulent démarrer, il y a ces goulots d'étranglement qui constituent des défis à la fin, qui bloquent. Donc, ça ne peut pas promouvoir les filières nationales. Sinon, on a une richesse immense en termes de potentialité. L'agriculture tchadienne aujourd'hui reste, l'agriculture au sens large, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, reste en fait, le vrai pilier qui peut développer ce pays. Donc, remarquez par exemple, quand on produit de l'arachide, vous voyez que l'arachide du Tchad va jusque dans les pays voisins. Vous voyez que le sésame va dans les pays voisins.
Mais maintenant, il faut structurer ces filières-là pour que ça puisse être vraiment professionnalisé et que ça puisse intéresser les gens à partir. Parmi les problèmes que vous avez soulevés, l'accès au financement. Nous plaidons vraiment que des efforts soient faits dans ce sens pour que les jeunes qui sont aujourd'hui... si vous remarquez dans la ville de N'Djamena, la plupart s'est remise sur les transports, sur les motos. Et ils pensent que ça. Donc, quand vous regardez même sur le marché, il y a une offre excédentaire. Parce qu'il y a beaucoup de motos. Donc, ça ne rend pas vraiment, en termes de rentabilité, les plus chanceux peuvent rentrer avec 3 000 ou 5 000 francs dans la journée. C'est difficilement. Et avec le prix du carburant qui est là. Alors, ceux-là peuvent être reconvertis en termes d'opérateurs économiques au niveau, par exemple, du secteur rural, pourvu qu'on les encadre et qu'on leur donne la possibilité d'avoir accès au financement et de les suivre comme des professionnels qui peuvent développer des filières. Sinon, on ne pourra pas faire la promotion du secteur rural de l'activité au Tchad pour qu'il soit effectivement un pilier de l'économie nationale et qui absorbe ce qu'on appelle, entre guillemets, chômeurs, parce que c'est du tout venant hein, dans le cadre du chômage, comme nous l'avons déjà mentionné, et qu'aujourd'hui, cela travaille pour assurer aussi bien la sécurité alimentaire au niveau national, mais et lancer un autre levier de développement à travers le secteur rural. Donc voilà un peu les éléments que nous pouvons mettre à disposition de ce côté. Merci beaucoup. Shukran. Merci, Shukran Lekintikula. Nous allons simplement prendre une transition pour vous accompagner et puis nous rester digérés le temps de recevoir le dernier chroniqueur avant de partir. Chers automobilistes, cyclistes, motocyclistes, la vitesse ne vous fait pas gagner du temps. La vitesse vous fera gagner une place au cimetière. Conduisons avec discipline et épargnons nos vies, s'il vous plaît. Conduisons avec discipline et épargnons nos vies. C'est possible de le faire. De retour sur le plateau après le passage du dit paysan qui s'en va déjà au champ, nous recevons cette fois-ci Monsieur Toussou Élisée alias Jacques. Ouais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, comment tu vas Larissa? Je vais bien. Bonjour Aladjef. Bonjour Jacques. Ça va? J'espère que tu vas bien. Je rends grâce. Jacques Élisée Toussou. Voilà, moi je repars comme ça, moi je repars dans Pavel. Voilà, alors vous êtes tout content, hein? C'est la grâce. Le week-end, ça ouais, va. le week-end ça s'annonce très bien, on rend grâce Voilà, à Dieu. avec vous aujourd'hui, nous allons parler de... Aujourd'hui, comme la semaine passée, on a parlé un peu de comment privatiser certaines conversations sur nos téléphones. Et dans la file de nos conversations WhatsApp, il y a des messages que nous ne voudrions pas que les gens voient. Parce que nous voudrions les rendre un peu privés. Par exemple, avec des partenaires, avec certaines personnes, où vos enfants rentrent dans les téléphones et puis ils envoient par inadvertance des choses à certaines personnes. Donc, vous voulez bloquer ces conversations-là. Vous voulez les rendre privées, que ça soit aussi, il y a possibilité de les rendre aussi fictives. La conversation, elle est là, mais vous ne savez pas qu'elle est là. La personne peut rentrer dans votre WhatsApp, scroller tout, mais ne voit rien. Mais seul quand vous venez, vous mettez votre mot de passe tranquille, vous avez la file. Donc avec juste cet élément, nous allons le suivre et puis revenir tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on sécurise un message en le rendant privé. Soit on verrouille le message et le message ne se fait pas voir dans la file de discussion. Premièrement, pour le faire, vous cliquez sur le message que vous voulez ou la conversation, la discussion que vous voulez. Je prends la première discussion. Vous allez ici en haut à droite, vous cliquez sur les paramètres et vous avez verrouillé la discussion ici. Vous cliquez sur verrouiller la discussion. Pour votre première fois, on vous demande verrouiller, masquer cette discussion, vous continuez. On vous demande soit d'utiliser votre empreinte, soit votre visage, soit un code PIN. Je vais passer par le code PIN. Je mets 5 chiffres et là ma discussion est verrouillée. Vous allez voir que la discussion que j'ai prise tout à l'heure, en haut, j'ai discussion verrouillée et quand je clique dessus, je suis obligé de mettre le mot de passe que j'ai mis et voilà, j'ai ma discussion qui est verrouillée ici.
Ça, c'est la première méthode. Maintenant, quand vous êtes dedans, vous avez, quand vous faites cette méthode, vous avez votre discussion verrouillée qui est dans la file de discussion. C'est-à-dire, si quelqu'un sort de votre WhatsApp, il revient, il y aura discussion verrouillée en haut. Maintenant, je ne voudrais pas que cette discussion verrouillée là soit vue. Je réexplique. Je ne voudrais pas que la discussion verrouillée ou les discussions que j'ai rendues privées, que les gens sachent qu'il y a des discussions qui sont privées dans mon WhatsApp. Pour ce faire, vous cliquez dessus, vous mettez votre mot de passe, ou votre code PIN, votre empreinte, tout ce que vous choisissez. Vous venez ici dans les paramètres, et puis vous faites paramètres de verrouillage. Quand vous faites, vous sélectionnez juste masquer les discussions verrouillées. Et quand vous masquez les discussions verrouillées, ça vous demande de créer un autre code secret. Ce que je fais encore, je garde toujours ce que j'ai pris premièrement, je confirme. Une fois que c'est confirmé, c'est bon. Et je fais OK. Et quand je sors, vous allez voir que je n'ai plus le message, ou bien les messages verrouillés en haut. Quand je parcours toute la file de conversation, je n'ai pas de message verrouillé, ni la file de la conversation que je viens de verrouiller. Donc maintenant, pour retrouver tous les messages que j'ai verrouillés, tout ce que j'ai à faire, je viens dans les recherches et je mets le mot de passe que je viens de faire tout à l'heure. Et voilà, j'ai ma discussion verrouillée en haut, je clique dessus et j'ai toutes mes conversations qui sont en privé. Très intéressant, on ne finit jamais d'apprendre à la GEF. Moi, c'est ce que je me dis. Je dis, mais l'histoire là, c'est comme si je connaissais, mais bon, je viens de sortir encore avec 2+. Merci beaucoup à Jacques. Je vous en prie. Alors, verrouillez nos téléphones. Non. Mais attention, une remarque. Je vais être très ponctueux là-dessus. L'objectif, c'est de verrouiller le message professionnel. Je vous en prie. Non, c'est sûr. Il faut pas, parce que les gens sont très forts en une interprétation ironique. Effectivement. Les gens vont dire, un foyer va prendre feu. Voilà. Et puis après, ils vont dire, c'est sur ITV. Je vous en prie. Monsieur Jacques vous a appris. L'objectif, c'est qu'il y a des messages professionnels que nous ne voudrions pas, peut-être, par exemple, votre discussion avec votre PDG, vous ne pouvez pas lui envoyer du n'importe quoi. Justement. Des fois, on donne le téléphone aux enfants. Justement. Et ils s'amusent avec. Des fois, ils rentrent même dans nos WhatsApp, ils font des vocaux aux tantes, aux cousins, tout ça. Bon, il peut arriver que, il arrive que ma fille, des fois, fasse des appels par inadvertance. Parce qu'elle veut peut-être faire un vocal à quelqu'un et puis elle appelle quelqu'un sans le savoir. Donc, c'est justement pour ça que le blanc l'a créé. Pour que, pour certaines personnes, pour ne pas leur manquer de respect, on privatise un peu leur message. Quand vous voulez, vous rentrez dedans. Mais pardon, l'autre côté là, c'est pas moi qui vous ai appris ça. En tout cas, ITV, c'est la chaîne citoyenne. Alors, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec l'esprit de citoyenneté. Voilà. Jeff, je crois que tu as déjà commencé à masquer les... Bon, de toutes les manières, peut-être que je vais voir M. Jacques en aparté pour m'aider à verrouiller quelques messages avec mes boss du boulot, mes collaborateurs, mais pour le reste, ça peut... Les messages avec Larissa, ça peut rester. Ma part aussi, tu peux verrouiller. Non, ça peut rester. Avec Dina, ça peut rester. Même avec... bon, M. Jacques, on peut verrouiller. Merci, amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous allons maintenir M. Jacques sur le plateau pour conclure l'émission parce que nous sommes arrivés à la fin. Ce fut un plaisir de vous servir. Et surtout, n'oubliez pas l'élément qui nous a permis d'accueillir M. Jacques. La vitesse ne nous fait pas gagner en temps, mais la vitesse nous fait gagner une place au cimetière. Et surtout, conduisons avec beaucoup de prudence. Larissa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plateau. Ouais, merci beaucoup à toi et merci aussi à Jacques. Merci à tous nos invités et chroniqueurs qui étaient passés ici. 1er août, nous le rappelons, 213 jours déjà de l'année 2025 passée. Journée de petite amie, de la petite amie. Hein, Journée de la petite amie. On apprend comment verrouiller le message. C'est compliqué. En tout cas,
cas, moi, personnellement, tout ce que j'aimerais dire à l'endroit de la jeunesse, c'est que nous devons célébrer l'amour avec authenticité. Justement. Oui, avec politesse, mais surtout simplicité En et respectant les mœurs. créativité. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et à nous revoir la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.